Donc bonjour à tous, je vais donc vous parler de grossesse, lupus et syndrome des antiphospholipides. Alors, je commence forcément par la contraception parce qu'avant d'autoriser une grossesse, il faut que des choses soient bien cadrées. Donc souvent, on a besoin d'une contraception efficace avant. Très schématiquement, vous avez plusieurs solutions. Tout ce qui est mécanique, y compris, et c'est probablement sous-utilisé en France, les stérilés avec progestatif. Les progestatifs implantables sont possibles. La pilule du lendemain, ce qui est une question de temps en temps posée, qui contient des progestatifs, est tout à fait possible. Il y a deux papiers, comme vous le savez, dans le New England qui laissent entendre qu'on peut donner des œstrogènes, et c'est probablement vrai chez des patientes qui ont un lupus peu sévère, peu actif, et surtout peu ou pas de biologie antiphospholipide. Donc c'est finalement assez minoritaire. Et du coup, en France, on a beaucoup de patientes sous progestatif, comme Cerazette, ou alors sous Luthéran, qui est une très bonne option en continu, ou avec une interruption de 7 jours tous les 21 jours. Alors, ça c'est à mon avis la diapositive la plus importante, c'est que quand vous parlez de grossesse et de lupus ou de syndrome des antiphospholipides, vous avez 4 aspects à prendre en compte. Le lupus, on va y revenir, globalement il doit être calme. La partie antiphospholipide, biologie et ou syndrome. L'anticorps anti-SSA, ça c'est ce que vous connaissez le mieux et qui est finalement probablement le moins important à mon avis. Et les traitements, il faut que la patiente ait tous les traitements dont elle a besoin, y compris spéciafoldine, etc., avant la grossesse, et qu'au contraire, vous ayez arrêté tous les traitements toxiques pour la grossesse. Alors les risques qui sont représentés ici, vous avez pour la mère le risque d'avoir une poussée de lupus qui est classiquement plutôt rénale, toute la pathologie placentaire, on va y revenir, la rupture prématurée des membranes qui peut être iatrogène, notamment si vous avez mis beaucoup de corticoïdes. Et pour l'enfant, le risque est de ne pas naître. Alors tout de suite, je vous dis un des mots qu'on utilise maintenant, qui est le PAG, qui est petit pour l'âge gestationnel et qui a remplacé chez les obstétriciens le terme RCIU pour retard de croissance intra-utérin. Donc je parlerai pour la suite de cette présentation de PAG, petit pour l'âge gestationnel. La prématurité qui est souvent induite, et puis toxicité des traitements qui devrait bien sûr être évitée. Lupus néonatal, on va y revenir. Alors juste un chiffre très global sur des très grosses séries américaines tirées de leur registre. Donc vous voyez 13 millions de naissances en population générale, 13 000 chez des patientes lupiques. Ben, vous voyez que la mortalité maternelle est quand même multipliée par 20 chez les patientes qui sont codées comme ayant un lupus. Donc là-dedans sûrement il y a aussi de la biologie antiphospholipide. Et c'est d'autant plus vrai qu'il y a de l'hypertension, du diabète, de l'insuffisance rénale ou d'autres complications. Donc ça reste quand même des grossesses qui doivent être surveillées de près. Autre élément qu'on a avec cette grande base de données, c'est que vous voyez que s'il y a un lupus, donc oui je peux montrer, en gris, vous avez plus de césariennes, bon ça c'est induit, mais plus de prématurité, plus de préclampsie, mais là aussi on inclut là-dedans la biologie antiphospholipide. Alors on va revoir point par point, donc on commence par le lupus. Vous êtes sûrement informé de cette étude américaine dont la partie lupus vient d'être publiée dans Annals of Internal Medicine en 2015. Donc c'est une large étude prospective américaine qui nous apporte des éléments fort intéressants. Globalement, 385 patientes avec un lupus, des femmes jeunes, et on est aux États-Unis, donc il y a la notion de blanches non hispaniques qui sont les blanches, comme on verrait nous, si on peut dire. Un tiers environ qui a fait une atteinte rénale antérieure et finalement assez peu de patients sous plaquenil par rapport à ce qu'on pourrait espérer dans une population de lupus assez récente. Ils ont exclu les patientes avec une protéinurie élevée, une insuffisance rénale ou des doses de corticoïdes trop élevées, et toutes celles qui pouvaient avoir un diabète, une hypertension notamment. Donc finalement, ils ont exclu une partie des patientes un peu plus sévères. Le chiffre qu'on peut retenir sur ces 385 patientes, c'est que finalement, vous avez environ une patiente sur 5 qui va faire une complication obstétricale, ce qui veut dire, à contrario, que 4 sur 5 vont avoir des grossesses non compliquées. Ici, on a les résultats alors globaux, donc comme je vous ai dit, 19% de complications, donc ça c'est le total. Là-dedans, vous avez des morts fétales ou néonatales, vous avez de la prématurité et vous avez le SGA, Small for Gestational Age, qui correspond à mon petit pour l'âge gestationnel, au PAG. Vous voyez que la population générale, c'est ici, donc vous avez une différence qui est quand même majeure, et que si on se met dans les patientes, dans ce groupe de patientes-là, qui sont des patientes blanches non hispaniques, qui n'ont pas d'hypertension, qui n'ont pas de thrombopénie, qui ont un lupus peu actif, c'est l'EVA utilisé par Michel Petri surtout,
et qui surtout n'ont pas l'anticoagulant circulant, vous voyez que finalement on est intermédiaire et qu'on se rapproche de la population générale. A contrario, vous auriez ici à peu près les patientes black ou avec une activité du lupus plus importante ou l'anticoagulant circulant. Alors ce tableau est un peu plus difficile à lire. Vous avez ici les éléments que vous avez alors, soit dès le départ de la grossesse, soit en cours de grossesse. Et puis vous voyez ce qui se passe, ce qui prédit les événements, les complications obstétricales. Vous voyez que de loin, le plus important, c'est d'avoir une hypertension, d'avoir un traitement antihypertenseur en cours de grossesse ou d'avoir l'anticoagulant circulant. Et si vous avez un ACC, vous voyez que vous avez, selon ce qu'on regarde comme complication, jusqu'à 8 fois plus de risque d'avoir une complication obstétricale. Donc c'est vraiment un marqueur important. On voit aussi ici qu'en cours de grossesse, si vous développez une poussée en deuxième trimestre ou au troisième trimestre, eh ben, vous augmentez aussi très franchement votre risque de poussée, notamment sévère, vous multipliez par 5 ou par 9. Et finalement, ce tableau-là, je pense qu'il est très intéressant, c'est que si vous n'avez pas de facteur de risque, finalement, les complications obstétricales, on se rapproche nettement de la population générale, alors que si vous avez soit simplement l'anticoagulant circulant, cet élément seul suffit, ou de l'hypertension chez une patiente hispanique ou non caucasienne, et bien là, vous êtes quand même également à plus d'une grossesse sur 2, pardon, qui va se compliquer au plan obstétrical. Donc vous voyez que c'est vraiment un marqueur qui est extrêmement important, et du coup, ça permet d'avoir, dès le départ souvent de la grossesse, des phénotypes de patientes, on peut déterminer d'emblée celles qui vont être plus ou moins graves. L'autre élément intéressant de cette étude, c'est qu'au niveau des poussées, vous voyez au deuxième trimestre 12% à peu près de poussées, 10% au troisième trimestre, vous voyez que ce n'est pas majeur, et c'est des poussées souvent cutanées ou articulaires sans grandes conséquences. Par contre, au niveau des poussées sévères, vous voyez que les chiffres sont vraiment très faibles. Il y a 2 à 3% des patientes, par trimestre, qui vont présenter une poussée sévère, essentiellement rénale dans ce contexte. Et notamment, ils montraient que c'était chez les patientes plus actives d'emblée. Ça, c'est une autre étude qui montre aussi très bien ça, qui est importante, c'est pour ça que je la montre. Ils avaient regardé comment était le lupus avant la grossesse. Vous voyez que si vous avez un lupus actif avant la grossesse, eh bien vous allez avoir une poussée de la maladie dans plus de la moitié des patientes pendant la grossesse et beaucoup de pertes fétales. Alors que si c'était calme avant, vous avez peu de poussées et peu de pertes fétales. Et cette diapo, elle est extrêmement importante pour bien expliquer à nos patientes que si elles veulent un enfant vivant en bonne santé et que tout se passe bien, il est de leur intérêt de démarrer la grossesse avec un lupus calme. Et donc, il faut leur expliquer ça pour les motiver, pour bien prendre des traitements, bien sûr, et donc arriver enceinte avec un lupus bien contrôlé, avec idéalement une grossesse programmée. Donc, si on résume, les facteurs de risque de poussée de lupus, c'est d'avoir une maladie active juste avant la grossesse, voire une maladie plus sévère avec des antécédents d'atteinte rénale. C'est d'arrêter le plaquenil aussi. Donc ça se faisait avant. Et bien évidemment, vous savez que maintenant, on ne le fait plus. On doit au contraire le maintenir, voire l'introduire si la patiente, par erreur, n'avait pas de plaquenil. Voilà pour la partie lupus. Donc vous voyez, c'est assez simple. Finalement, ça se passe plutôt bien, sauf quand il y a notamment la partie antiphospholipide, l'anticoagulant circulant. Et que si les choses sont calmes, tout doit bien se passer. Alors la partie antiphospholipide, biologie ou syndrome. Bon, je le rappelle, comme on me dit qu'il y a beaucoup d'internes qui écoutent ces diaporamas, que vous devez avoir pour le syndrome des antiphospholipides un critère clinique que vous connaissez, la thrombose ou la morbidité obstétricale, notamment les fausses couches qui doivent être consécutives, 2 fausses couches, une grossesse normale sans traitement, 2 fausses couches, c'est pas du SAPL, ou une mort fétale par ailleurs inexpliquée, ou toute la pathologie placentaire. Et vous devez en plus avoir une confirmation, un critère biologique qui doit être confirmé à 12 semaines maintenant. Et vous avez 3 anticorps à rechercher, pas plus, mais au moins ces 3-là, les anticardiolipines, anti-bêta-2-GP1 et l'anticoagulant circulant lupique. Pour parler d'un syndrome, il faut à la fois l'élément clinique et l'élément biologique. Si vous avez que la biologie, vous avez une biologie antiphospholipide, mais vous n'avez pas de syndrome. Alors le concept de phénotype dans le SAPL est de plus en plus important. Vous avez donc le phénotype obstétrical avec des patientes, pour les moins graves de toutes, qui font juste les fausses couches à répétition. Plus sévère, c'est les pathologies du 2e et 3e trimestre, on va y revenir. Vous avez tout ce qui est thrombotique avec le veineux et encore plus sévère l'artériel. On dit classiquement que quand on fait du veineux, de la thrombose veineuse, les patients vont récidiver en thrombose veineuse et artérielle vont refaire de l'artérielle, mais c'est assez vrai, même s'il peut y avoir des patients qui font les deux.
Et puis surtout, on a défini le phénotype artériel par l'association, enfin c'est des patients qui peuvent associer plusieurs de ces éléments, pas tout hein, en général, mais qui vont faire facilement des AVC, avoir un peu de commitialité, une valvulopathie avec un petit épaississement valvulaire, ce qu'on appelle l'endocardite de Liebman-Sachs, qui ont du livédo, de la chorée, de la microangiopathie thrombotique intrarénale, donc de l'hypertension, qui peuvent être thrombopéniques, on va dire 90-100 000 plaquettes, et typiquement qui vont avoir une triple positivité antiphospholipide, c'est-à-dire l'anticardiolipine, l'antibêta de GP1 et l'anticoagulant circulant. J'en profite pour faire quand même un micro-rappel là-dessus. Pour le livédo, donc là c'est un livédo physiologique du tronc. Alors c'est pas le meilleur endroit, d'ailleurs ça serait mieux que ce soit un livédo physiologique de la cuisse, parce que typiquement c'est au niveau des membres, avec vous voyez un livédo qui est bien fermé, des mailles qu'on peut bien fermer partout. A l'inverse, ce livédo est franchement pathologique parce que vous ne pouvez pas le fermer ici. Vous voyez qu'il est tout à fait anormal. Bon, il y a des termes qui sont compliqués parce qu'entre les Français qui considèrent le réticulé comme physiologique et les anglo-saxons qui appellent le pathologique réticularis, attention quand vous lisez la littérature. Là, vous avez un autre exemple typique de livédo pathologique où vous voyez que les mailles ne sont pas fermées et qu'il se passe des choses anormales. C'est d'autres atteintes comme ici, des ulcérations ou des nécroses qui sont possibles ou des ulcérations de ce type. Alors, sur le syndrome des antiphospholipides, vous voyez que dans les risques que je vous ai montrés tout à l'heure, il y a une grande partie qui est expliquée par la partie antiphospholipide, que ce soit tout ce qui est placentaire, prééclampsie, hématome rétroplacentaire, le HELP, et puis tout ce qui est chez les enfants, avec notamment la prématurité qui va être induite par ces complications-là, ou les pertes fétales, ou le retard de croissance, ou le petit âge gestationnel. Donc, sur cette partie antiphospholipide, à nouveau deux aspects, les fausses couches, donc là, une seule diapositive. Cette diapositive, elle montre que, ah oui, elle était un peu coupée, c'est pas grave, c'est la revue de la Cochrane qui a été faite sur cette partie perte fétale et biologie antiphospholipide, 13 études, de mauvaise qualité, très hétérogène, très critiquée, très critiquable, mais globalement, le message, c'est que quand vous donnez aspirine plus héparine, c'est ce qu'il y a de mieux, et ça réduit le risque de fausse couche de 54%. Et depuis, les analyses qui ont été, enfin les études qui ont été faites depuis vont dans ce même sens. Donc c'est le traitement de référence des fausses couches récidivantes ou des pertes fétales. Pour la partie du deuxième et du troisième trimestre, alors là on change vraiment de cadre, on est typiquement dans ce que nous, les internistes, nous voyons chez nos patientes. Alors, il y a certaines situations, il faut faire attention. Donc je vais mettre histoire de réveiller tout le monde s'il y en a qui dorment derrière leur ordinateur. Donc, typiquement, une femme de 35 ans qui m'est adressée pour une troisième grossesse, elle a fait une mort fétale à 23 semaines avec un anesthésiste qui était embêté de ce TCA allongé qui, pensait-il, l'exposait la patiente à une hémorragie, alors que, comme vous l'avez compris, elle avait un anticoagulant circulant. Du coup, diagnostic non fait, on lui explique qu'il n'y a pas de problème pour sa prochaine grossesse, qu'elle refait, et qui se termine par une mort fétale à 24 semaines. Donc là, vous avez fait le diagnostic comme les médecins de l'époque, anticoagulant circulant, anticardiolipine, antibêta de GP1, donc un syndrome des antiphospholipides obstétricales seul, dans ce phénotype obstétrical avec une triple positivité. La grossesse d'avant, je vous laisse 10 secondes pour réfléchir. J'imagine que vous allez proposer de l'aspégique et du Lovenox. On peut discuter un ou deux Lovenox, personne n'a raison, personne n'a tort. Et c'est des patientes qu'on va surveiller de près. Là, vous pouvez vous demander aussi ce que vous feriez dans la période de l'accouchement. Donc, ce qu'on avait proposé, c'est d'arrêter l'aspirine à 35, 36, 37 semaines, tout le monde a raison, et d'arrêter le Lovenox, mettons 24-48 heures de suspension au moment de l'accouchement, avec une reprise 6 semaines postpartum pour le sur-risque de thrombose. Donc c'est ce qui avait été proposé, c'est pas ce qui n'a été fait par les médecins qui suivaient la patiente, et du coup il faut savoir que ces patientes ont quand même un vrai risque, parce qu'elle a fait une embolie pulmonaire du postpartum, parce qu'elle n'avait pas eu de Lovenox en postpartum. Et donc elle a un syndrome des antiphospholipides qui est du coup thrombotique, et qui justifie des anticoagulants possiblement pendant longtemps, même si on peut discuter. Donc attention au TCA, une patiente qui a de la thrombose, de la pathologie obstétricale et un TCA allongé, il faut bien sûr se poser la question. Pareil pour les sérologies syphilis dissociées, il faut clairement rechercher la partie antiphospholipide. Et puis attention au péri et postpartum, c'est pas parce qu'elles accouchent que tout se passe bien. Bon, le monsieur de la caméra a l'air d'avoir un problème, tout va bien, tout va bien. L'autre situation où il faut être vraiment très prudent, c'est si vous avez une patiente qui a fait une chorée. Les chorées, vous savez, c'est les petits mouvements anormaux qu'on peut présenter, notamment des extrémités, comme ça, des gens qui bougent un petit peu, qui paraissent un petit peu bizarres.
Et en soi, la chorée, c'est pas grave, c'est pas du neurolupus, ça justifie pas des traitements lourds du lupus, un petit peu de plaquenil suffit, mais c'est en fait un excellent marqueur de la partie antiphospholipide. Il faut le retenir comme ça. Donc les patients qui démarrent souvent leur maladie par cette chorée, elles ont un risque plus tard dans leur vie de développer des thromboses artérielles, d'avoir une valvulopathie, tout le phénotype artériel dont je vous ai parlé, qui est là, et donc d'avoir des complications obstétricales souvent assez lourdes. Donc clairement, ces patientes, même si elles n'ont rien fait, je pense qu'il faut au minimum qu'elles soient sous aspégique et Lovenox. Je reviens sur l'étude américaine, l'étude PROMISE, dont je vous ai montré le versant lupus tout à l'heure, mais qui a eu une publication du versant antiphospholipide il y a 2-3 ans, enfin 3 ans maintenant facile. Donc la même équipe. Alors là, ils montrent toujours les mêmes patientes, mais cette fois-ci s'intéresse à celles qui ont de la biologie antiphospholipide, 144 patientes. Celles qui n'ont pas l'anticoagulant circulant. Vous voyez que les accidents obstétricaux, on est proche de la population générale, 3%. Même c'est peut-être mieux que la population générale. Et celles au contraire qui ont l'anticoagulant circulant, vous voyez que 39% vont développer une complication obstétricale, ce qui est quand même une différence absolument énorme. On ne trouve pas du tout d'effet similaire pour les anticardiolipines ou anti-bêta-2-GP1, même si on regarde avec des taux élevés. Et donc, si vous avez une patiente qui a un anticoagulant circulant, c'est le meilleur élément prédictif de vos complications obstétricales, et je vous l'ai déjà dit, je pense qu'il faut être très vigilant. Toujours la même étude, toujours les mêmes patientes, celles qui ont fait une thrombose, elles font à nouveau beaucoup d'accidents obstétricaux alors que ces patientes sont sous aspégique et Lovenox à dose efficace. Et celles qui, au contraire, n'ont pas thrombosé, qui sont souvent moins traitées, aspirine et un Lovenox pour de la pathologie obstétricale, elles font finalement beaucoup moins de thromboses. Donc, les thromboses sont plus sévères. Et pareil pour le lupus, celles qui ont un lupus associé, en tout cas multivarié, étaient plus graves. Donc, attention si thrombose ou si lupus associé. Juste une diapo sur une autre étude de collègues italiens, qui est cette fois-ci rétrospective, mais qui est cas contrôle et qui est intéressante, qui montre globalement la même chose. Clairement, vos facteurs de risque pour la grossesse, c'est les antécédents de lupus ou d'autres maladies auto-immunes, de thrombose ou d'accident obstétrical lourd, enfin de thrombose, pardon, et la triple positivité. Donc ça, c'est inconstant. Vous voyez que dans l'étude PROMISE américaine, ça, ils ne le retrouvent pas. Il n'y a que l'ACC qui sort. Mais dans cette étude, c'est la triple positivité. Alors, d'autres choses qui doivent nous rendre vigilants, c'est les complications. Donc, c'est un travail de Zouboutin, La Pitié, où elle avait travaillé sur les HELP syndromes. Et ça, c'est finalement le message principal de ce papier, c'est que les HELP syndromes sont précoces. Et ça peut être perturbant pour un obstétricien parce qu'ils peuvent passer à côté. Parce qu'une douleur épigastrique à 32 semaines, tout le monde va penser au HELP, à la prééclampsie. Mais la même chose, des fois, on a vu jusqu'à 13 semaines, ça peut conduire à un retard diagnostique beaucoup plus important. Donc soyez vigilants et ne soyez pas surpris si ça survient précocement. Une autre situation alors, qui pose également un gros problème, qui est illustrée, certains connaissent cette observation, mais elle est particulièrement intéressante, donc je la remontre. Une patiente de 30 ans qui a fait donc une thrombose de l'artère sous-clavière à l'âge de 20 ans. Donc un diagnostic de SAPL facile sur les anticoagulants circulants, anticardiolipides, anti-bêta-2-GP1. Elle est mise sous AVK, l'objectif d'INR est probablement un peu élevé, mais finalement tout va très bien. 2,3 ou 2,3,5 ou 2,5, 3,5 aurait été aussi tout à fait possible. Mais en tout cas, tout se passe très bien pendant 10 ans. Au bout de 10 ans, elle est enceinte. Donc, vous savez qu'au moment de la grossesse, pas besoin de le faire de façon anticipée pour ne pas embêter les patientes, mais au moment de la grossesse, vous arrêtez vos AVK, vous faites un relais par héparine efficace, de Lovenox et de l'aspégique. Et en plus, comme elle a une biologie lupique, même sans aucun lupus défini, par précaution, je rajoute du plaquenil, de l'hydroxychloroquine, avec du coup l'idée aussi que ça ne fera pas de mal pour la partie antiphospholipide. Vous savez que c'est assez à la mode actuellement. À 24 semaines, elle a une douleur de l'hypochondre gauche. Alors ça, je peux vous dire que ça n'évoque absolument rien à personne et qu'elle va errer dans quelques urgences pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que finalement elle m'appelle et qu'on fasse, comme vous le faites très simplement, un diagnostic facile de prééclampsie et de HELP syndrome, comme vous le voyez là. On a 25 semaines, on n'a pas beaucoup le choix, et elle a donc un déclenchement d'un accouchement, et l'enfant décède pendant l'accouchement. On comprend sa douleur, parce que vous voyez cette très jolie image ici, d'infarctus splénique, qu'elle a donc présenté alors qu'elle était sous aspirine Lovenox efficace, activité anti-DISA parfaite et traitement tout à fait bien pris, y compris avec des dosages de plaquenil parfaits. Donc elle vient d'accoucher, l'héparine est maintenue, sauf que ça a été bien sûr un petit peu suspendu au moment de l'accouchement, elle n'a plus d'aspirine et elle s'améliore.
tout rentre dans l'ordre. Au bout de 48 heures, les plaquettes se sont normalisées, les transats baissent, tout le monde est content. Et à J3, elle est dyspnéique. Donc là, le premier examen que vous proposez, je pense tous, est l'angioscanner qui élimine l'embolie pulmonaire, enfin, qui n'en trouve pas en tout cas de proximale sévère. Donc vous faites aussi, je pense, une échographie cardiaque qui montre une fraction d'éjection à 45% et qui, on décide de faire une coronarographie, on peut discuter, mais bon, elle en a une qui est normale. Donc là, je pense que beaucoup ont fait le diagnostic. Elle avait ce type de lésion, c'était pas elle, mais vous voyez ces jolies lésions au niveau de l'ongle, ce qu'on appelle des hémorragies sous-inguéales en flamèche, qui correspondent en fait à de la thrombose. Et elle avait ce type de lésion au niveau de l'oreille. Et vous voyez que ça, si je biopsie, vous savez également que je vais trouver de la microthrombose. Et donc, elle a un syndrome catastrophique des antiphospholipides. Ça va vite, comme vous le savez. À 20 heures, le temps qu'elle soit transférée, sa fraction d'éjection est à 25%. Elle passe en réa. Là, la fraction d'éjection est à 15%. Bon, pour la petite histoire, les plaquettes sont redescendues. Pour la petite histoire, elle a une voie artérielle posée au bras gauche, plus de pression, tout le monde s'affole, on discute du ECMO. Et puis finalement, en fait, vous avez bien noté que la voie artérielle avait été posée du côté de la thrombose de l'artère sous-clavière 10 ans avant. Donc on change de côté, tout va bien. Et puis elle est traitée, vous connaissez le traitement aussi, c'est immunoglobuline ou échange plasmatique au choix, ou les deux dans certains cas sévères, corticoïdes sous la forme que l'on choisit, et héparine, au départ HBPM, puis on passe à la calcie, car elle complète son tableau par une atteinte rénale qui est quasiment constante dans les syndromes catastrophiques des antiphospholipides. Donc elle est hypertendue parce que c'est de la mat au niveau rénal, et elle développe une insuffisance rénale, elle est même dialysée lors d'une séance. Et vous voyez que donc quand le diagnostic est fait et que donc le traitement adapté est mis en route, et bien les choses sont quand même très satisfaisantes parce qu'au lieu de mourir, elle est vivante à J6 avec des plaquettes normales, une créate normale et une fraction d'éjection quasi normalisée qui s'est normalisée par la suite. Elle a même refait une grossesse. Là, les critères de syndrome catastrophique des antiphospholipides, vous les connaissez, c'est l'atteinte d'au moins 3 organes, simultanée, en tout cas très rapidement, en moins d'une semaine. Idéalement avec une confirmation histologique qui manque souvent parce qu'on a souvent d'autres choses à faire que d'aller biopsier les patientes, et avec des anticorps antiphospholipides, bien sûr. Alors au cours de la grossesse, il y a ce papier qui rapportait 3 nouveaux cas et qui faisait la revue des 15 cas existants à l'époque dans la littérature. Et vous voyez que c'est donc forcément que des femmes, bien sûr, qui sont jeunes, avec des CAPS survenus pendant la grossesse ou juste en postpartum ou abortum, qui sont des CAPS classiques, pas différents des autres CAPS en dehors de la grossesse, avec souvent tout de même un HELP qui précédait le CAPS. Et puis surtout, vous voyez les chiffres, une mortalité maternelle et fétale qui est extrêmement élevée. On a reporté avec nos collègues de Saint-Antoine 13 cas de CAPS au cours de la grossesse. On n'a pas eu de décès, en tout cas immédiat, chez les mères, parce qu'elles ont été traitées, y compris par une ECMO pour, je crois, 2 patientes. Et puis, on a eu par contre un taux de mortalité fœto-néonatale important, parce que c'était survenu parfois très précocement pendant la grossesse, et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres possibilités que d'interrompre la grossesse. Voilà pour la partie antiphospholipides. Je pense que vous avez compris. Alors, je vous ai montré des situations un petit peu caricaturales, enfin, en tout cas extrêmes, mais c'est des situations qu'on peut rencontrer, que vous serez amené à rencontrer si vous suivez des patientes de ce type et sur lesquelles il faut être alerté. Si vous avez une patiente SAPL qui fait un HELP, surtout s'il est précoce, il faut la surveiller de très près en postpartum. Et puis, si on voit que les choses se réaggravent, qu'elle redevient thrombopénique, etc., très vite discuter la mise en route d'un traitement adapté et sûrement faire aussi très attention aux fenêtres de traitement qu'on fait, fenêtres anticoagulants et arrêts d'aspirine qui sont sûrement aussi une partie du déclencheur des CAPS. Alors là, l'anticorps anti-SSA, troisième aspect à prendre en compte. Vous savez que ça donne ce qu'on appelle le lupus néonatal, très mauvais terme, les mères n'ont pas de lupus, les enfants n'ont pas de lupus, mais bon, c'est le terme utilisé. C'est lié à ce passage des anticorps anti-SSA ou anti-SSB. Les manifestations principales, c'est cutané et cardiaque. Cutané, c'est comme ça ressemble au lupus subaigu qu'on peut voir chez les adultes avec des lésions annulaires, comme vous en voyez ici, typiquement au niveau du visage et typiquement en périorbitaire, comme vous voyez sur ce magnifique bébé dans un beau transat des années 70 ou dans celui-ci. Vous pouvez avoir des formes beaucoup plus sévères comme chez ce bébé, mais vous voyez que tout ça, ça va partir en fait avec la disparition des anticorps maternels. C'est la même petite fille, quelques temps après, vous voyez qu'elle est absolument charmante. Vous pouvez avoir des formes aussi beaucoup plus modérées avec des lésions toujours souvent périorbitaires de ce type. Et puis tout ça, ça va partir et c'est pas grave. Ce qui nous embête, c'est le bloc auriculo-ventriculaire. On avait trouvé dans notre série française 1% de risque quand la maman a un anticorps anti-SSA et une connectivite.
Les Américains, dans l'étude promise, trouvent 0,6%, donc on est en gros autour de 1%. C'est généralement diagnostiqué entre 16 et 24 semaines et le plus souvent complet. Et en pratique, c'est une patiente qui vient faire son écho. Vous savez qu'en France, les échos, c'est 12, 22 et 32 globalement, pour une grossesse normale. Et donc une dame qui n'avait pas de pathologie connue, qui vient faire son écho de 22 semaines, on voit une bradycardie. Et en fait, on voit qu'au niveau auriculaire, vous voyez, le rythme est normal, hein, comme pour un bébé, c'est très rapide, 135, pardon. Et au niveau ventriculaire, c'est beaucoup plus lent, c'est complètement dissocié. Et donc le diagnostic est fait à ce moment-là. Et on fait l'anticorps anti-SSA, il est positif, etc. Alors du coup, on a rapporté 214 cas français, et merci parce que beaucoup d'entre vous ont participé. Et je vais vous donner les éléments vraiment les plus importants de ça, qui sont très proches de ce qui a été publié par les Américains. Donc 214 bébés, qui ont pratiquement tout le temps un BAV complet, vous voyez, c'est 95% des cas quasiment. Et en général, le terme médian du diagnostic, c'est 23 semaines, parce que c'est souvent chez des patients asymptomatiques, comme vous le voyez là, les trois quarts n'ont rien. Et dans les autres, il y a un lupus qui est généralement pas méchant, un petit Sjögren, et en plus là-dedans, en vrai, souvent, c'était pas diagnostiqué avant qu'on découvre le BAV, et elles signalent à ce moment-là un petit syndrome sec, elles ont l'anticorps, etc., et on les étiquette de Sjögren, lupus. Elles n'ont donc quasiment rien au départ, mais n'empêche que si on les suit, vous voyez le suivi médian il est de quasiment 9 ans dans cet observatoire, et ben, la proportion de patientes complètement asymptomatiques diminue, et on a un peu plus de lupus, etc. Avec seulement, je crois, une patiente dans ce registre qui a un lupus, ce qui nécessite un immunosuppresseur. Donc ça reste des pathologies pas très sévères. La mortalité fœtale, elle est de 13%. Et ensuite, la mortalité chez les enfants qui naissent vivants est encore assez élevée et très liée à la cardiopathie tardive que peuvent présenter certains enfants et qu'on n'a aucun moyen de prédire. Donc que fait-on quand on découvre un BAV ? Eh ben, la question est très difficile. Actuellement, tant les Américains que nous sur l'Observatoire français, nous n'avons pas réussi à montrer d'effet bénéfique des corticoïdes fluorés, donc le célestine, la bétaméthasone, qu'on donnait en se disant qu'on diminuerait peut-être les complications à long terme. Mais on voit absolument aucun effet positif et donc on n'est plus très enclin à prescrire ce traitement qui a par ailleurs des effets secondaires. Voilà, et l'hydroxychloroquine ne protège pas non plus là-dessus. Et donc, la question qui se pose, et ça concerne tout le monde, parce que les BAV, c'est pas très fréquent, vous en verrez probablement un, mais pas 50. La question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour nos patientes SSA avec une connectivité ? Alors, je vous ai dit actuellement, on recommande une échographie cardiaque fétale tous les 15 jours, entre 16 et 24 semaines. Donc, ça fait quand même beaucoup d'échographies supplémentaires chez des patientes pour lesquelles seulement 1% va présenter un BAV. C'est-à-dire que 99% vont faire 1, 2, 3, 4, 5 échographies inutiles, ce qui fait beaucoup. Et puis en plus, quand on va découvrir ce BAV, en fait souvent ça sera vers 22-23 semaines et donc on l'aurait découvert lors de l'écho classique. Bon. Et surtout, une fois qu'on le découvre, on n'est pas certain qu'il faille le traiter. Donc si c'est pas pour traiter les patientes, est-ce qu'il faut le dépister pour ne pas faire grand-chose de ce particulier ? Donc c'est une vraie question et je pense que les recommandations de l'EULAR qui sont en train d'être écrites sur grossesse, lupus, SAPL vont faire état de cette décroissance possible dans un avenir proche. Quand une patiente a fait un BAV, elle risque de récidiver. Le taux de récidive est évalué aux alentours de 15%, vous pouvez retenir, et on a l'impression que peut-être que si on met d'hydroxychloroquine plaquenil, on limite le risque de récidive. Il y a une étude en cours là-dessus. Donc si jamais vous avez une patiente qui a déjà eu un BAV qui est à nouveau enceinte, on est bien sûr très intéressé pour lui proposer de noter ces données-là. En résumé, vous l'avez compris, la partie BAV-SSA, elle est très intéressante, elle est très peu fréquente, elle est sur les patientes qu'on ne suit pas, parce que finalement, celles qu'on suit vont développer ça exceptionnellement. Et donc, on va terminer sur la partie traitement. Donc, les traitements. Alors, ce qu'il faut avoir, un petit peu de publicité pour le plaquenil. Je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt. Sanofi ne m'a jamais invité à un congrès ou nulle part, parce que le plaquenil ne rapporte rien. Toujours est-il que, effectivement, si on l'arrête, c'est démontré en dehors de la grossesse, mais même pendant la grossesse, on augmente le risque de poussée de lupus. On peut le donner au cours de la grossesse, on peut le donner pendant l'allaitement, il n'y a pas de souci, et ce qui a été étudié des enfants ne montre aucun signal d'alarme inquiétant. Possiblement un intérêt pour la partie syndrome des antiphospholipides et peut-être pour la partie BAV, mais là, on n'est pas certain. Les traitements que vous pouvez donc utiliser, plaquenil bien sûr, et il faut, les corticoïdes quand il y en a besoin, l'aspirine, l'héparine, les immunosuppresseurs, on choisira Immurel, cyclosporine, voire tacrolimus qu'on donne
un peu plus maintenant dans enfin, chez les femmes lupiques et avec atteinte rénale. Et puis par contre, bien sûr, attention, hein, l'endoxan, méthotrexate, Celsep doivent être arrêtés. Le méthotrexate, sur le CRAT, on dit qu'on peut l'arrêter la veille de la grossesse, voire le jour même. Le Celsep, par contre, il faut avoir prévu de l'arrêter un peu plus tôt. Les anticoagulants oraux, on switch dès le début de la grossesse, mais pas avant. Et puis IEC, biphosphonate, il faut avoir un peu fait le nettoyage. Vous connaissez tous le site du CRAT, le centre de référence sur les agents tératogènes, où vous avez tout ce qu'il faut que vous recherchez, y compris sur l'allaitement, y compris pour les expositions paternelles. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on choisit? Donc je pense que tout ça passe par une consultation préconceptionnelle. Bon, ce que nous faisons beaucoup tous, pas forcément étiqueté tel quel, mais peut-être que c'est bien que vous pensiez dans vos centres à instituer une consultation préconceptionnelle un peu plus affichée. Je pense que le message est important pour les patients. Alors à quoi ça sert? À reconnaître les contre-indications qui sont de plus en plus rares, essentiellement la poussée de lupus récente. Alors si c'est une petite poussée cutanée ou articulaire et que tout va bien, que le lupus n'est pas méchant, on ne va pas lui demander d'attendre un an, hein, c'est 2-3 mois le temps que ça soit rentré dans l'ordre. Si c'est une atteinte rénale, il faut au moins 6 mois de calme avant de donner le feu vert, c'est le minimum. Les autres contre-indications, c'est une insuffisance rénale chronique évoluée, mais même ça se discute, et l'hypertension pulmonaire, mais là aussi, si elle est bien contrôlée, ça se discute maintenant. On va estimer le risque individuel, je vous ai dit, vous repensez à mon petit tableau, le lupus, la partie antiphospholipide, la partie anti-SSA. La TSH, à mon avis, il faut en faire une dans ce contexte auto-humain, parce que c'est pas rare d'avoir une hypothyroïdie associée qui doit être traitée pour la grossesse. On vérifie les vaccinations, vaccinez vos patients contre la coqueluche, hein, ça a été fait en Angleterre en systématique, papier dans le Lancet, et ça diminue les hospitalisations des enfants en réanimation, parce qu'ils font la coqueluche à la naissance. Vaccinez aussi vos patientes contre la rubéole, notamment si elles ne sont pas immunisées et qu'elles ne sont pas trop immunodéprimées, parce que là par contre c'est des vaccins vivants. Et vaccinez-les contre la grippe, ça a aussi très beau papier dans le New England au niveau américain, avec plus d'enfants vivants en bonne santé chez les femmes vaccinées contre la grippe pendant la grossesse. Vous adaptez vos traitements en ayant arrêté ce qu'il fallait arrêter, un peu de spéciafoline avant la grossesse, la vitamine D ça fait sûrement pas de mal, les bas de contention c'est très bien. On fait tout ça et puis en fait pendant ce temps-là la patiente elle a qu'une question dans la tête, c'est est-ce que je vais donner le lupus à mon bébé? Donc ça, avant qu'elle vous pose la question, rassurez-la, dites-lui qu'a priori les formes familiales existent, on fait des études dessus les uns et les autres, mais c'est quand même franchement pas fréquent d'avoir une famille avec plusieurs cas de lupus, et puis que globalement ça sera en tout cas pas avant des années et des années, bref on peut être très rassurant je pense. Et surtout, vous organisez votre surveillance. Le mot principal, c'est multidisciplinaire. Ça se fait en partenariat avec nos collègues obstétriciens. Et je pense que d'avoir des staffs communs avec eux, c'est primordial. Alors, les traitements. Eh ben, très clairement, il y a toute une part empirique dans ce que je vais vous dire. On n'a pas d'études randomisées, etc. Même les études américaines de Promise que je vous ai montrées, finalement, ils nous disent très peu de choses sur les traitements. On va tenir compte de l'âge de la patiente, du lupus, de sa sévérité, de la partie antiphospholipide, de comment sont passées les grossesses d'avant, de l'anxiété des uns et des autres, et très clairement, je reviens sur le fait qu'on est très empirique. Néanmoins, il y a quelques constantes. L'hydroxychloroquine plaquenil, à partir du moment où c'est un lupus, vous devez répondre plaquenil, et donc elles doivent être sous ce traitement, possiblement pour prévenir aussi une récidive de BAV, possiblement dans certains syndromes des antiphospholipides, un peu plus grave que la moyenne. Et puis si vous en donnez, c'est quand même bien d'avoir au moins une fois un taux de plaquenil, histoire de vérifier qu'elle prend ses traitements. Les corticoïdes, souvent oui, s'il y a un lupus et qu'elles sont sous corticoïdes, c'est pas le meilleur moment pour arrêter les traitements, mais si elle va très bien sous plaquenil seul, et c'est pas du tout nécessaire d'introduire du cortencil pour la grossesse, si le lupus est bien contrôlé. Si possible, on évite les fortes doses de corticoïdes. Et actuellement, vous savez que dans le lupus, les recommandations de l'EULAR, tout ça, c'est de baisser les doses de corticoïdes, voire de les arrêter. Et 5 mg, on est content, mais au-dessus, on aime moins. Et puis, il y a une petite place pour les corticoïdes dans le syndrome des antiphospholipides primaires, c'est-à-dire sans lupus associé, avec ce papier de nos collègues anglais qui a des limites, qui n'est pas parfait du tout, mais qui semble montrer que si on rajoute des corticoïdes, en tout cas en début de grossesse, chez des patientes avec un syndrome des antiphospholipides dits réfractaires, finalement, les choses se passent mieux. Donc, il y a une petite niche pour ce traitement-là quand le reste ne suffit pas. L'aspirine. Alors, l'aspirine 100 mg, ceux qui donnent 75 ou 160 ont bon aussi. Je pense que si vous avez une biologie antiphospholipide, il faut mettre de l'aspirine. Là-dessus, tout le monde est d'accord.
Si vous avez une atteinte rénale, très probablement également, il faut en mettre, parce que l'antécédent d'atteinte rénale, ça majore quand même le risque de prééclampsie, et ça paraît donc logique d'en mettre. Après, si vous avez un petit lupus cutanéo-articulaire, sans biologie antiphospholipide, bah écoutez, très sincèrement, je ne sais pas s'il y a un vrai bénéfice à mettre de l'aspirine, et vous avez le droit de faire comme vous avez envie. Enfin, de toute façon, vous pouvez faire comme vous voulez. Si il n'y a que de la biologie antiphospholipide et qu'elle est que sous aspirine, parce que par exemple il n'y a pas d'anticoagulant circulant, il y a un peu d'anticorps anticardiolipine et rien de très méchant, vous l'avez mis sous aspirine, et ben, en principe vous ferez un relais en fin de grossesse par une héparine préventive, du Lovenox, en suspendant 48 heures pendant l'accouchement et en reprenant 6 semaines du postpartum pour limiter votre risque de thrombose maternelle. Donc ça c'est pour l'aspirine. L'héparine. Alors l'héparine, le plus facile finalement, c'est la patiente qui a thrombosé, parce qu'elle est sous AVK, elle a vous relayer par de l'héparine à dose efficace en plus de l'aspirine, parce que le mécanisme d'action est un peu différent et ces deux traitements ont un intérêt associé. Si elle a fait une mort fétale, 2 fausses couches, 3 fausses couches, les choses sont moins claires. En général, on donne aspirine et un Lovenox, mais dans certains cas, on peut être amené à discuter plus. Du coup, ça donne quoi? Eh bien, votre patiente SAPL, s'il est artériel ou veineux, elle est sous AVK avec un objectif d'INR qu'on peut discuter. Et puis quand elle est enceinte, donc héparine efficace, aspirine. Si elle est que obstétricale, elle est en général en dehors de la grossesse sous aspégique. Elle rajoute du Lovenox quand elle prend l'avion, si elle a un plâtre, etc. Et puis quand elle est enceinte, on relaye pour une héparine, plutôt une fois par jour, et de l'aspirine. Et enfin, le plaquenil ou le cortensil dans cette indication, possible intérêt, mais pas bien démontré. Je vais terminer par la surveillance. Donc je redis que tout ça passe par la consultation préconceptionnelle. Et donc dès ce stade-là, vous aurez défini votre surveillance et expliqué à la patiente que c'est une grossesse qui lui prendra un petit peu de temps, qu'elle sera vue une fois par mois environ en consultation, avec de la clinique, des prises de sang et puis des échographies plus fréquentes que dans la population générale. Alors, votre surveillance clinique, vous allez bien sûr voir s'il y a des signes d'évolutivité du lupus, donc la peau, les articulations, les cheveux qui tombent, les ulcérations dans la bouche. La bandelette urinaire, ça c'est primordial, il faut la voir à chaque consultation. Et puis une douleur dans la poitrine, bien sûr, pour pleurésie péricardite. Vous cherchez aussi des signes annonciateurs de HELP ou de prééclampsie. Donc l'attention de la bandelette urinaire, à nouveau, c'est absolument indispensable. Et vous vous méfiez de la barre épigastrique. On a vu quelques patientes qui ont été étiquetées épigastralgie ou je ne sais quoi, qui ont reçu du Malox pour des prééclampsies. Pour la surveillance biologique, c'est là aussi assez simple. Toute la partie HELP prééclampsie, donc c'est l'hémoglobine, les plaquettes, la créatinine, les transaminases, et la ptoglobine d'ailleurs que j'aurais pu rajouter là. Donc ça c'est important. Et puis la protéinurie qui est primordiale, et le complément. Alors un petit mot sur le complément, je pense que le plus intéressant en pratique c'est le C3, parce que le CH50 s'il reste sur la paillasse, il est consommé, et bref on ne peut pas l'interpréter, et que le C4, il y a beaucoup de déficits congénitaux en C4, du coup c'est moins facile à interpréter. Donc le C3 c'est parfait, et physiologiquement il augmente pendant la grossesse. Et s'il n'augmente pas, c'est que potentiellement il y a une consommation du complément qui apparaît, et donc une activité du lupus qu'il faut prendre en compte. Les anticorps anti-ADN, on les fait assez régulièrement, mais l'intérêt, en tout cas si on en fait tous les mois, est à mon avis extrêmement limité. Le reste, on peut discuter de faire le reste de la biologie en fonction de la situation. Au plan échographique, donc bien sûr les échos 12, 22, 32, c'est le minimum. Il faut un Doppler des artères utérines et ombilicales à 22 semaines, voire avant, surtout s'il y a de la biologie antiphospholipide. Et je vous ai dit l'échocardiographie fétale qui est recommandée classiquement tous les 15 jours, entre 16 et 24 semaines, même si finalement on peut se poser la question de l'intérêt de faire cette surveillance. Je vous dis que la prise en charge est multidisciplinaire. Je vous remonte les échographies. Donc ça, vous avez ici un Doppler normal, un Doppler utérin normal, et vous voyez que la circulation est excellente. Ici, vous avez un notch. Et en fait, le notch, c'est cette incisure protodiastolique que vous avez à cet endroit-là, qui montre que y a tout ça de sang en moins qui est reçu par le bébé. Enfin, je caricature. Mais globalement, on voit qu'il y a une hypoperfusion fétale qui peut conduire à un retard de croissance et à des complications placentaires. Et ce qui avait été également montré par Zouboutin, c'est que quand votre Doppler est normal, c'est parfait, à 22 semaines, mais que si par contre vous avez des notches comme vous en voyez ici, c'est très prédictif d'accident du 3e trimestre, voire plus tôt, avec mort fétale, prééclampsie, HELP, etc. Donc si vous avez ça, vous allez intensifier votre surveillance, voire discuter de monter les traitements, mais probablement c'est un peu tard. Je vous redis que la surveillance est maintenue en postpartum,
Et ça, je pense que c'est vraiment important parce que parfois, une fois que le bébé est là, c'est aussi le moment où les patientes qui avaient été plus adhérentes pendant la grossesse vont relâcher un petit peu les choses. Donc, il faut bien leur expliquer que ce risque de poussée il persiste en postpartum et que toute cette période doit être prise en compte. Et je termine avec 2 ou 3 diapositives de publicité. Donc, d'une part, pour le GR2, qui est le groupe de recherche sur la grossesse et les maladies rares, institué sous l'égide de la SNFMI notamment, avec le soutien de la filière, non financier. Je dis ça pour Eric, qui s'il veut me donner des sous, peut faire un petit effort. Et donc, c'est un CRF très simple, donc un cahier d'observation électronique. Vous rentrez là-dedans vos patientes qui sont enceintes et qui ont une de ces maladies-là. Vous voyez qu'on a beaucoup de maladies, notamment lupus, syndrome des antiphospholipides. Et ça permettra, grâce à ça, d'avoir des données prospectives, comme les Américains, mais avec des questions peut-être un peu différentes et très complémentaires. Et surtout dans d'autres maladies, ça n'a été fait par personne, de façon à aussi pouvoir analyser la façon dont on traite les patientes, savoir par exemple est-ce qu'il faut de l'aspirine quand il n'y a pas de biologie antiphospholipides, etc. Donc ça, c'est en cours. Si vous êtes dans un centre qui ne participe pas et que vous souhaitez, il suffit de m'envoyer un mail et on peut vous ajouter facilement. Voilà, je vous remercie et je termine juste également par une deuxième page de publicité, c'est même la troisième si je compte le Plaquenil, c'est sur le CEMAM, qui est le Centre Expert pour la prise en charge des maladies maternelles qu'on a mis en place sur Cochin-Port-Royal et qui permet de voir des patientes soit en consulte préconceptionnelle, soit pour le suivi de la grossesse, à la demande des médecins habituels. Certains préfèrent nous déléguer les choses pendant la grossesse ou veulent juste un avis préconceptionnel sur des cas un petit peu graves ou des indications à des fécondations in vitro, etc. Et on peut donner un avis ponctuel et vous renvoyer la patiente à la suite de ça. Voilà, je vous remercie. Et je suis à votre disposition pour les questions.